Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on fête les 20 ans du Mundaneum. Pour son 20e anniversaire, le Mundaneum a choisi de parler de bananes et de fichiers numériques. On va tout de suite savoir pourquoi. Il y a 20 ans, les archives d'Otley et de La Fontaine arrivaient au Mundaneum dans des caisses à bananes. Aujourd'hui, dans la société de l'information, il faudrait des millions de caisses, des milliards de bananes, de quoi transformer notre planète en république bananière. Heureusement, depuis lors, on a inventé la numérisation, un moyen radical pour compresser l'information. Mais les adeptes de la banane n'ont pas dit leur dernier mot. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais... Ils se sont réfugiés au sous-sol avec leur précieuse cargaison. Alors oui, en quelque sorte, sauf que ce ne sont pas des bananes, ce sont les collections du Mundaneum. Et c'est encore mieux qu'un frigo puisque la température et le taux d'humidité sont régulés en permanence de façon à ce que le papier soit conservé dans les meilleures conditions possibles. Les archivistes sont aux petits soins avec leurs précieuses reliques. Ici, le port du gant est obligatoire. J'utilise des gants pour éviter de mettre mes empreintes sur les photos. Alors ça ne se voit pas toujours comme ça, mais ça se voit après à la numérisation. Et donc c'est un peu embêtant quand on travaille sur les photos. Et la gomme ressuscite plus qu'elle n'efface. Donc je mets de la gomme en poudre et je vais tout doucement nettoyer le document. C'est une utilisation inversée de la gomme en fait. C'est que nous, elle va révéler des choses plutôt que de les effacer. Voilà. On a quelquefois des surprises, on découvre des choses. Oui. Alors on a vraiment, ici elles sont poussiéreuses mais ça peut encore aller, mais on a vraiment des photos où parfois on ne voit presque plus la photographie tellement elle est poussiéreuse. Et après, moi j'ai l'impression de découvrir des trésors et des chefs-d'œuvre à chaque fois. Au bout du compte, chaque document est scanné, dûment répertorié, avec parfois des découvertes surprenantes. Alors en fait, on a une des curiosités du Mundaneum qui est en fait une mini-bible, donc vraiment très très petite. Voilà, avec illustré en plus, et avec donc la petite loupe pour pouvoir lire les textes dans la Bible. Voilà. C'est l'ancêtre du livre de poche. Oui, mais très petite poche alors. Hein. Mais le Mundaneum, ce n'est pas que parole d'évangile, bien au contraire. Alors moi je travaille plus particulièrement sur les fonds qui ont trait à l'anarchisme et au pacifisme, et aussi sur des inventaires de presse. On a par exemple ici un journal parisien de la fin du Xe siècle qui s'appelle le Journal des belles-mères et qui donne des conseils aux belles-mères pour se débarrasser de leur gendre désagréable. Au total, ce sont plus de 6 km d'archives qui attendent leur jour de gloire, de quoi fêter encore bien des anniversaires, avec ou sans banane. Alors j'ai à côté de moi Delphine Genard, directrice adjointe du Mundaneum. Alors Delphine, au programme de ce 20e anniversaire, j'espère qu'il n'y aura pas que des bananes. Eh bien non, nous n'aurons pas que des bananes, même si c'est excellent, on en mange beaucoup ici au Mundaneum, forcément, mais nous aurons donc une exposition qui va montrer les coulisses. Alors on a vraiment choisi, à l'occasion de la thématique des Journées du patrimoine insolite, de montrer vraiment tout ce que le public ne voit pas habituellement quand il vient ici au Mundaneum, voir des expositions, assister à des conférences. Il y a aussi des invités. Hein. Demain, nous accueillons Thierry Geers, qui est le directeur de Google, parce que, hasard du calendrier, Google fête aussi son 20e anniversaire cette année. Et alors, le week-end, on va travailler vraiment toute la thématique des Journées du patrimoine en amplification, avec des visites guidées toutes les heures, avec aussi une possibilité pour le public de faire un circuit guidé entre la Maison Losso et le Mundaneum, puisque peu de gens le savent, mais Léon Losso, le fondateur, le propriétaire de la maison, a été directeur faisant fonction du Mundaneum dans les années 40. Au Mundaneum, il y a aussi une exposition sur la Chine. Et au XVIIe siècle, il fallait de 6 à 8 mois de voyage pour aller de Bruxelles à Shanghai. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite grâce à l'avion. Qui dit avion dit pilote. Une nouvelle formation de pilotes vient de commencer à Charleroi. On va voir ça. Et nos Condorcet se donnent des ailes. Dès la rentrée, le baccalauréat en aérotechnique, basé à Charleroi, comportera une nouvelle option baptisée Learn to Fly. L'étudiant qui sort de l'enseignement secondaire s'inscrit dans le bachelier en aérotechnique. Il suit une première année à Condorcet, qui est une année commune pour l'ensemble des orientations. Il valorise au minimum 45 crédits. Et puis après, dès que ces 45 crédits sont acquis, il peut s'orienter vers l'une des 3 orientations organisées par la Haute École. Donc il fait un choix.
Et un de ces choix, ça peut être l'orientation avionique, option pilote d'aéronef, et obtenir une deuxième année, 60 crédits complémentaires, ici, avec la collaboration de BFS, pour pouvoir, à un moment donné, s'il le souhaite, présenter les examens TPL, qui sont des examens aux normes européennes, qui sont organisés par des sociétés indépendantes. Au-delà de cela, une fois qu'il a terminé sa deuxième année, eh bien, il poursuit son cursus à Condorcet. Il fait une troisième année pour parfaire ses connaissances, ses stages, un travail de fin d'études, et il est diplômé bachelier en aérotechnique, option pilote d'aéronef. À l'issue de leur cursus, les étudiants qu'ils souhaitent pourront également entamer la formation pratique de pilote de ligne. Donc là, c'est quand même 225 heures de vol en termes de stage à organiser. S'il réussit ses stages et ses heures de pratique, il devient pilote de ligne. Pour cette nouvelle formation, Condorcet s'est associé à la Belgian Fly School. Nous cherchions une formation complémentaire depuis plusieurs années pour permettre à nos élèves d'acquérir une culture, une connaissance un petit peu différente ou complémentaire à celle de pilote de ligne, de manière à leur assurer un meilleur avenir. La formation Learn to Fly offre plusieurs avantages, un double diplôme. En fait, la formation de pilote de ligne, elle est fort intéressante, mais elle ne bénéficie pas de la reconnaissance de la communauté française, ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Régie. Donc un pilote de ligne qui veut se réorienter, qui veut organiser sa carrière différemment pour un tas de raisons, parce qu'il ne peut plus piloter, parce qu'il lui arrive un incident, que sais-je ou autre, eh bien, il retombe dans le marché de l'emploi avec un niveau CESS. Ici, l'avantage, c'est qu'il pourra disposer d'un diplôme de bachelier en aérotechnique. 2 diplômes, c'est aussi 2 fois plus de chances de décrocher un job. C'est fort apprécié par les compagnies aériennes d'avoir un pilote qui, en plus de piloter l'appareil, est capable de bien le piloter et capable de bien comprendre les systèmes. Et il s'assure également, en tant que compagnie aérienne, qu'en cas de perte de médicale, par exemple, par l'un de ses pilotes, ils puissent le replacer dans un autre département de leur entreprise, qui est plus technique, par exemple. Et le fait qu'ils aient un bachelier reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles permet de faciliter les choses. Condorcet prévoit également la construction d'un nouveau bâtiment sur le site de l'aéropole. Dès 2019, le baccalauréat et le master en aérotechnique seront directement au pied des pistes. Nous sommes sur la terrasse du Mundaneum. Tendez bien l'oreille, on entend le carillon du beffroi. Eh bien, moi, je vous propose d'aller dans un autre beffroi, celui de Tournai, apprendre à jouer du carillon. René a la passion du carillon au bout des poings. Aujourd'hui, il est venu spécialement de Liège pour découvrir le beffroi de Tournai et surtout cet instrument. Oui, donc c'est un instrument d'étude. Ça nous permet de travailler sans que toute la ville entende les fausses notes. C'est un clavier ici électronique où les cloches sont en fait enregistrées. Donc vous connaissez déjà un petit peu la technique du poignet de poing fermé. Il vous manque encore la souplesse. Ce qu'on me dit toujours. Si tout se passe bien, René aura tout à l'heure la permission de jouer sur le vrai carillon. Ah, mais il y a une ambiance dans une ville quand un carillon résonne toutes les heures et en plus quand il y a des concerts, et ça met toute une atmosphère dans la ville. Les gens sont en terrasse, prennent un café ou une bière et entendent les cloches sonner, c'est magnifique. C'est le fait de jouer peut-être pour toute une ville en fait, quand on est là. Tout le monde nous entend et c'est vraiment bien. Et c'est bien là tout le paradoxe du carillonneur. Tout le monde l'entend, personne ne le voit. On est Quasimodo dans son beffroi, mais ici à Tournai, on a la chance d'avoir un beffroi qui est visitable. Et vraiment, le dimanche après-midi, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes, et donc on se sent moins seul. Le carillon, c'est aussi un sport. Il faut de la poigne, bien sûr, mais aussi de bonnes jambes pour atteindre le sommet. Et donc il y a de plus en plus d'enfants, de jeunes qui commencent le carillon. Soit ils jouent d'un autre instrument ou pas du tout, c'est vraiment leur envie de jouer du carillon. Tout à l'heure, je vais faire la connaissance de deux petits-enfants, 7 et 8 ans, qui sont demandeurs. Jouer en haut du beffroi sans se faire sonner les cloches, un rêve d'enfant devenu réalité. René lui aussi aura droit à son quart d'heure de gloire. On l'aurait même entendu carillonner jusqu'à Liège. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Ciao!